Salut les curieuses et salut les curieux. Je crois que nous avons quelque chose à fêter sur la chaîne. Et oui, nous venons juste de passer sur Graines de Savoir les 3000 abonnés. Je vous remercie à tous. C'est grâce à votre soutien, c'est grâce à vos visionnages, à vos likes, à vos commentaires, que la chaîne continue à vivre et à se développer. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Et bien sûr, la chaîne continue toujours de faire de nouveaux épisodes. C'est vrai que depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, il y a un petit relâchement. Alors non, c'est pas un relâchement, c'est tout simplement que j'ai énormément de travail en dehors et au sein de la chaîne. Je suis dans l'écriture d'un tout nouveau script sur un dinosaure, et même plus précisément sur un spinosauridé, et je vais donc le préparer avec le logiciel et le jeu Jurassic World Evolution 2. Nouvelle plateforme, eh oui, j'ai investi, et nouveau jeu. Et bien sûr, comme je l'avais annoncé, il y aura également bientôt un épisode critique sur le jeu Jurassic World Evolution 2. Mais tout d'abord, j'ai décidé de faire une FAQ. Et je trouvais que pour fêter les 3000, c'était plutôt pas mal de parler un peu plus de la chaîne, de moi et de l'avenir de la chaîne. Alors vous avez été nombreux, j'ai dû faire une petite sélection, mais vous avez été nombreux à me poser des questions. Et on va commencer donc par une question qui m'a été posée par la personne qui m'a invité dans une de ses dernières vidéos sur King Kong. Et oui, je parle de notre bien cher Bugs. Alors Bugs, quelle est ta période préférée, Carbonifère ou Carbonara? Alors avant de répondre véritablement sur Carbonifère et Carbonara, ma période préféré, ça serait pas Carbonifère. Pour moi, ça sert véritablement le Crétacé. Alors, je surprends personne, hein, oui, c'est vrai qu'en paléontologie, ce qui me passionne le plus, ce sont les dinosaures. Oui, je suis pas très original, hein. Mais bon, ça a toujours été les dinosaures. Ma période préférée, c'est véritablement le Crétacé. Alors pourquoi? Alors c'est pas forcément parce qu'il y a la présence du fameux Tyrannosaurus Rex à la fin du Crétacé. Non, tout simplement parce que à la fin du Crétacé, et même, non, dès le début du Crétacé, nous avons l'apparition d'une nouvelle grande famille de plantes, qui sont les angiospermes, les plantes à fleurs. Également la grande diversité des dinosaures. C'est véritablement pour moi au Crétacé qu'on commence voir apparaître véritablement notre biosphère moderne. Alors c'est vrai qu'il y avait encore des dinosaures non aviens au Crétacé, hein, on n'a pas encore l'émergence des grands mammifères au Paléogène et bien plus tard, jusqu'à aujourd'hui. Si on avait des images satellites de la Terre de la fin du Crétacé, les continents ont quand même bien bougé depuis, mais on reconnaîtrait notre planète Terre, véritablement. Puisque l'agencement des continents à la fin du Crétacé préfigure véritablement l'agencement des continents actuels. Apparemment, l'Inde serait déjà rentrée en contact avec l'Asie à la fin du Crétacé. L'apparition de l'océan Atlantique, donc véritablement une séparation entre l'Eurasie et l'Amérique. Le bloc gondwanien s'est quand même bien fracturé. On a une séparation de l'Amérique du Sud et également de l'Afrique. Donc véritablement, on commence à voir le globe terrestre actuel. Avec quelques modifications, mais on reconnaîtrait notre bonne vieille planète Terre. Entre Carbonifère et Carbonara. Alors j'aime bien le Carbonifère, hein. À l'époque des grands insectes géants, c'est sympa, hein. Mais je suis assez gourmand. Donc, je vais choisir les Carbonara Bugs. Beau petit morceau de lardon avec des spaghettis, de la crème fraîche, des oignons. Alors, les puristes, ils vont me dire les Carbonara, c'est pas de la crème fraîche, c'est avec le jaune d'œuf. Oui, mais moi j'aime bien la version Made in France avec de la crème fraîche. C'est pas mauvais, hein, avec une bonne petite dose de poivre. Revenons à notre sujet. Alors maintenant, une question de Mister Acrocanto. Combien de temps et de travail te demande une vidéo? Ça dépend de la vidéo. Quand c'est une vidéo qui m'est offerte, alors quand je dis offerte, c'est par exemple quand j'ai un collaborateur qui me passe une vidéo, que je dois la monter, mettre un peu de musique, rajouter même peut-être une intro que j'ai moi-même fait. Ça me demande un petit peu moins de temps parce que déjà la vidéo est déjà faite. J'ai pas à préparer tout mon setup pour pouvoir filmer. Je n'ai pas de script à faire. Donc là, je vais vous dire franchement, ça met à peu près 2-3 jours à préparer une vidéo. Du moment où je reçois et du moment que je peux l'uploader sur YouTube, ça me demande 2 ou 3 jours. Donc là, ça va. Hein, c'est pas un boulot insurmontable.
Par contre, par exemple, comme une vidéo comme celle-ci, déjà, il y a la préparation qui se fait en amont. Déjà, je vous pose la question via les réseaux sociaux. Après, je dois regarder un petit peu les questions, les sélectionner, faire des photocopies, préparer aussi des captures que je vais pouvoir intégrer justement dans la vidéo. Vérifier aussi les datations, hein, c'est un peu mieux. Et ce que je vais dire, j'ai pas envie de faire une erreur, donc il y a quand même une vérification qui se fait. Donc une FAQ, ça ne me prend pas énormément de temps. À peu près 3-4 jours environ. Par contre, un épisode spécial que je réalise véritablement tout seul et sur un sujet bien spécifique, alors là, oui, je vais vous dire franchement, ça me prend du temps. Pour vous donner un ordre d'idée, une vidéo d'Inotech sur un dinosaure bien spécifique, entre rechercher toutes les publications sur l'animal, entre demander des renseignements à des collègues paléontologues, l'écriture du script, l'installation du setup, filmer, après faire du dérochage, préparer le fond vert, genre mettre mon fond, donc enlever le fond vert, mettre une image, choisir la bonne image, bon ça l'image c'est toujours la même que j'utilise ou les mêmes que j'utilise, et le montage, choisir les bonnes images, demander des autorisations aussi à des paléo-artistes, ça me prend à peu près, on va dire, une quinzaine de jours, voire 3 semaines pour certaines vidéos. En sachant que le plus long là-dedans, c'est le montage. Ah, je vais pas vous le nier, hein, c'est le montage, pour moi, qui est le plus long. L'écriture du script, ça me prend à peu près 4 jours, 3-4 jours. Récolter les infos en amont, ça me prend environ 1 ou 2 jours. Filmer, c'est le plus court. Installer mon setup, c'est à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, parce qu'il faut régler la caméra, j'ai toutes les lampes à monter, le fond vert à monter. Et quand je suis tout seul, c'est toujours un peu plus galère, hein, parce que j'ai 2 côtés à monter en même temps, faire en sorte que c'est toute une organisation. Donc, et filmer, ça me prend à peu près 1 heure. À peu près. Hein. Après, je dérush, hein, mais j'ai 1 heure filmée et où je coupe énormément, où il y a des blancs, où je vais vérifier mes infos. Regardez, par exemple, là, j'ai vos questions qui sont là, hein, tout simplement. Et par contre, le montage, ça peut me prendre 4, 5, 6 jours. Donc voilà. Alors, quand je vous ai dit que ça peut me prendre 3 semaines, c'est quand là, j'ai énormément d'infos à trouver et que je travaille en collaboration par exemple avec un paléontologue. Et c'est le cas par exemple de la vidéo que je prépare depuis très longtemps sur Brachiosaure et qui me prend énormément de temps, et la personne, le paléontologue qui travaille avec moi dessus, a énormément de boulot lui aussi. Elle va sortir soit fin de cette année ou début de l'année prochaine, ça vous le verrez. Je vais rien annoncer du tout, hein, parce que j'ai pas envie de vous dire oui elle sort là, non. Hein. Elle va sortir incessamment sous peu, mais je vous donne pas de date. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la prochaine vidéo que vous verrez, ça sera une vidéo sur un dinosaure, ça sera sur la Dinotech, ça sera avec Jurassic World 2, et bien sûr, ça sera sur un Spinosauridé, mais j'en dis pas plus. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Merci à toi, Miss Akrankanto. Et maintenant, une question de Nanuxorus. Alors, es-tu paléontologue? Sinon, comment travailles-tu proche de cette profession? Et depuis quand t'es venue cette passion? Alors, est-ce que je suis paléontologue? Question assez compliquée. Pourquoi? Déjà, premièrement, je ne suis pas un paléontologue professionnel. Ça, c'est vrai, hein, je ne suis pas un paléontologue professionnel et je n'ai pas les qualités et les capacités d'un paléontologue en poste, par exemple, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris ou même ailleurs, dans une université. Ça, je ne le dis pas du tout. Par contre, je fais de la paléontologie dans le sens où j'étudie moi-même les organismes vivants disparus. J'ai travaillé en collaboration avec de nombreux chercheurs. J'ai même été cité dans des publications sur les dinosaures. Alors, soit vous verrez dans certaines publications mon véritable nom et prénom, ou soit un pseudonyme. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse chercher. On verra si un de ces 4, un de mes abonnés trouve justement une publication ou même une thèse qui a mon nom inscrit dessus. Voilà. Alors la seule chose que je peux vous dire, ce sont des publications qui ont été faites au sein d'universités bien connues, mais pas françaises. J'ai travaillé surtout avec des paléontologues qui sont peut-être d'origine française ou même francophone, mais jamais directement avec la France. Voilà.
Le seul moment où j'ai travaillé pour un laboratoire français, c'était dans le sud de la France. Mais là, j'en dis pas plus. Donc j'ai laissé ma patte dans la paléontologie. Mais je suis pas un paléontologue professionnel. Ça, c'est vrai. Mais si je voulais que je vous la fasse courte ou longue, on va peut-être essayer de faire la longue, mais rapide, j'ai un cursus professionnel qui est assez atypique. Faut savoir que déjà, la paléontologie, ça me passionne depuis l'âge de 5 ans. Donc ça, si tu voulais savoir, un Ananuxorus, c'est ça. Depuis l'âge de 5 ans, la paléontologie me passionne, et surtout les dinosaures. Puisqu'à l'âge de 5 ans, c'était en Lozère, j'ai découvert des empreintes de dinosaures en pleine nature. J'ai vu des empreintes tridactyles, comme ça, dans la roche, à la surface, sur des roches en affleurement. J'ai vu ces empreintes, et depuis, je suis tombé amoureux des dinosaures. Et ça ne m'a jamais quitté depuis mes 5 ans. Donc ça fait plus de 36-37 ans que cette passion me suit. Oui, je suis pas tout jeune. Mais par contre, oui, comme je vous ai dit, mon cursus professionnel, il va dans tous les sens. J'ai commencé par un brevet de maîtrise en prothésie dentaire. Donc j'ai fait de la prothèse dentaire aussi pendant des années. J'ai travaillé dans un laboratoire. Après, je me suis engagé dans l'armée. J'avais décidé de partir plus loin de chez moi et de découvrir un petit peu le monde en m'engageant. Donc j'étais militaire professionnel. J'étais pilote dans l'armée de terre. Pendant 3 ans, j'ai même été jusqu'aux Caraïbes où j'ai travaillé 4-5 mois là-bas. Et puis je suis revenu en France et suite à, on va dire, une mauvaise expérience au sein de l'armée, j'ai décidé de quitter. Et il a fallu trouver un boulot alimentaire. Donc j'ai été caissier, un petit coucou à Julien. On a fait les mêmes métiers tous les deux. J'ai été caissier, donc hôte de caisse pendant 5 ans. Suite à ça, j'ai commencé à créer une association de paléontologie et j'ai pu vivre de mon association pendant quelques années. J'ai intégré les Petits Débrouillards Bretagne, donc c'est une association de loi 1901 qui développe l'esprit critique chez les enfants, qui fait beaucoup d'animations dans les quartiers, dans les villes, même dans les écoles. Et moi, ça a été une très bonne expérience. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Et j'ai même été, au bout de, je crois, d'1 an ou 2 ans au Petit Débrouillard, je suis devenu administrateur régional des Petits Débrouillards Bretagne. J'étais en fonction, je crois, pendant plus de 2 ans. Suite à ça, j'ai été remarqué par l'association École Nicolas Hulot, donc qui est une école du développement à l'environnement. Donc ça se situe en Bretagne, dans le Morbihan, près de la commune du Guerneau et plus précisément pour ceux qui connaissent un petit peu la Bretagne, près de Questembert. Donc c'est au sud de la Bretagne, sud-est de la Bretagne. C'est vraiment pas très loin de la Loire-Atlantique. Donc là-bas, j'ai travaillé pendant 8 ans. En tant qu'éducateur à l'environnement, je faisais énormément d'animations, surtout scientifiques, de zoologie, de classification animale. J'ai même fait de la chimie, de l'astronomie aussi là-bas. Et au bout de 8 ans, j'ai décidé de devenir indépendant et de travailler en paléontologie. Parce qu'il faut savoir que quelques années auparavant, donc avec les Petits Débrouillards, j'avais organisé avec eux un festival de la planète Terre où j'avais fait énormément venir d'amis à moi, paléontologues, paléo-illustrateurs. Je me rappelle, il y avait Yves Coppens qui était ici, il y avait Éric Buffetot, Christophe Hendricks, Bastien Mencard, Alain Beneteau. Donc on était toute cette clique véritablement là-bas. On a vraiment passé un très très bon moment. Et j'ai continué à travailler. J'ai même trouvé un job, comme je vous ai dit, pendant 1 mois et demi dans un laboratoire où j'ai vraiment apprécié mon boulot. C'était vraiment été une très très bonne expérience. Et donc, au bout de 8 ans à l'école Nicolas Hulot, après toutes ces aventures, j'ai décidé de créer ma propre entreprise de paléontologie, tout simplement, de vulgarisation. En fin de compte, mon métier, c'est véritablement apporter un savoir, apporter un esprit critique aussi avec tout le monde qui nous entoure, que ce soit l'univers, que ce soit l'histoire de la vie, que ce soit le vivant, la cladistique, donc les liens entre les différents êtres vivants. C'est développer ça chez les plus jeunes. C'est vraiment ce que j'ai décidé de faire et je me suis créé un petit réseau comme ça. Donc alors ça se fait pas en un jour, pour ceux qui veulent faire mon métier. Je vais vous dire franchement, faut s'accrocher, faut se créer un réseau. Faut pas hésiter à sortir de chez soi, à traverser toute la France, même aller à l'étranger et rencontrer des gens. Alors c'est vrai que maintenant avec les réseaux sociaux, c'est peut-être un peu plus facile, mais voilà. Mais ça peut vous prendre plus de 10 ans à mettre sur pied. Donc ça vous demande quand même énormément de boulot et en plus j'ai une famille qui me soutient, qui est là. Donc oui, parce que j'ai une femme et 3 enfants déjà, et ils me soutiennent et ils ont toujours été derrière moi, j'ai toujours été derrière eux
Et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu faire, parce qu'ils m'ont fait confiance, ils m'ont toujours encouragé. Et je les remercie pour ça. Et je remercie également tous mes amis, que ce soit les paléontologues, tous mes amis qui m'ont soutenu et qui continuent aussi à me soutenir tous les jours. Et à vous aussi, abonnés. Merci à vous. Si on est arrivé aux 3000 aujourd'hui et qu'on arrive peut-être à 4000 demain, ou voire plus, eh ben c'est grâce à vous tous. Donc gros bisous. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Nanuxorus. Ça a peut-être été un peu long là quand même. Hein. Ah, le dino français, c'est souvent qu'on te voit. Hein. Alors, le dino français, d'ailleurs, on devrait se voir dans pas trop longtemps. Alors, je te dis rien, je crois que tu as peut-être été au courant. Donc, ta question, c'est quand est-ce que cette idée de chaîne YouTube m'est arrivée dans ma petite caboche? Ça fait longtemps. C'est vrai que la chaîne a moins de 3 ans. Parce que ça fera 3 ans, je crois, en janvier 2022. Donc elle a moins de 3 ans, elle a déjà 3000 abonnés, c'est bien. La première fois que j'ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube, c'est pas quand j'ai découvert YouTube. Non, loin de là. Hein. Je vais pas vous dire que dès que j'ai découvert YouTube, donc il y a maintenant plus de 10 ans, hein, je crois qu'il va faire 15 ans, je me suis pas dit « Ah tiens, j'ai envie de faire une chaîne YouTube ». Non, pas du tout. Non, ça m'a vraiment pris quand j'étais à l'école Nicolas Hulot. On va dire, au bout de 2 ans que j'étais là-bas, on va dire en 2012-2013. Ouais, en 2013, je pense. Ça commençait à mûrir dans ma tête, sauf qu'à l'époque, j'avais pas un bon PC. J'avais aucun matériel pour filmer et c'est quand même un investissement. Et surtout à l'époque, parce que maintenant, vous pouvez avoir un matériel, on va dire, performant, je vais pas dire à petit prix, mais on va dire avec un prix raisonnable. À l'époque, pour avoir quelque chose de potable, fallait déjà sortir un gros billet. Alors il y en a qui vont dire oui, mais on pouvait faire avec pas grand chose. Oui, c'est clair, mais j'ai jamais véritablement voulu faire du genre Facecam avec un téléphone portable, non, c'était pas trop mon choix, donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose de propre. Alors je dis pas que mes premières vidéos sont propres, mais j'avais véritablement envie de commencer rapidement avec mon propre matos, parce qu'au tout début c'était pas mon matos, c'était le matos d'un autre youtubeur, hein, c'était le matos de Nicolas, de Sican, de la chaîne Paleo World, hein, c'est même, je remercie beaucoup, c'est grâce à lui que j'ai pu commencer. Quand j'ai commencé mon activité, donc à peu près, maintenant ça fait plus de 3 ans, j'ai investi dans un bon PC parce que je devais faire des planétariums dans des établissements, donc j'avais besoin d'un PC Master Race, donc j'ai dû vraiment investir dans un bon PC et portable, parce que si je le déplace d'école en école, c'est beaucoup plus simple si c'est un portable, hein, et ça coûte plus cher aussi. Et une bonne caméra. Donc voilà, j'avais mis de l'argent de côté pendant des années, justement avec d'anciens métiers que j'avais fait, et donc j'ai utilisé une bonne partie de cet argent pour m'acheter ce matos et j'ai pu commencer les vidéos YouTube donc il y a moins de 3 ans. Donc voilà. Mais bon, l'idée m'est venue il y a à peu près, on va dire, une petite dizaine d'années et la chaîne s'est créée il y a presque 3 ans. Donc voilà. Et merci pour ta question, le dino français. Et à bientôt. Alors, Théo Spiti, mon cher Théo, je te vois souvent sur les réseaux, hein. C'est toujours un plaisir de te retrouver d'ailleurs sur Facebook, où je vois que tes posts sont assez caustiques souvent et rigolos, et c'est toujours un plaisir de te retrouver. Tu me poses la question, si tu pouvais remonter le temps, tu irais dans quelle ère ou quelle période? Alors, franchement, alors vous allez me dire, attendez, tout à l'heure il nous a dit que Crétacé au niveau de la période, ouais, mais c'est une ère qui m'intéresserait le plus. Pour voyager. Pourquoi? Parce que le Crétacé, alors je vais pas dire qu'on a tout l'ensemble des êtres vivants fossiles du Crétacé, ça on est loin d'obtenir tout le registre du vivant en tant que fossile du Crétacé, je crois qu'on l'aura jamais, hein, malheureusement. Moi c'est le protéozoïque. C'est le protéozoïque parce qu'on a très peu de choses. Et je pense personnellement qu'on n'avait pas très peu de choses. Et je voudrais bien remonter le temps dans les différentes périodes du protéozoïque pour aller visiter justement ces très anciens temps géologiques pour voir quelles étaient véritablement les premières formes de vie. Et de voir même à quoi ressemblait la Terre bien avant que la vie s'expanse comme ça sur l'ensemble du globe, que ce soit au niveau marin, que ce soit au niveau terrestre, et même aérien. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'intéresserait énormément. Donc ça peut l'air bizarre, hein, on va me dire ouais mais tu aimerais aller au Crétacé, au Jurassique et Trias. Oui, personnellement j'aimerais. Mais ce qui m'intéresserait vraiment en premier, c'est cette ère. Pourquoi? Parce que on connaît peu de choses.
très peu de choses au niveau du vivant et à quoi pouvait véritablement ressembler notre bonne vieille Terre. Donc voilà. Ça te surprend, Théo? Bah, c'est vrai que quand j'y ai pensé, ça m'a surpris aussi, mon raisonnement. Je me suis dit, tiens, ouais, mais je pense que c'est ça qui m'intéresse véritablement. En premier lieu, hein, bien sûr. Après, j'irai au Mésozoïque, hein, ça c'est clair. Donc, merci Théo. Alors, Julien, beaucoup de questions, hein? Poup, 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 poup. Eh ouais. Merci, Julien. Alors, on va aller dans l'ordre. Quelle est la meilleure découverte en paléontologie cette année? Ah, dure question. Alors moi, je vais vous dire, je crois que c'est un tapégéridé. C'est vous savez, ces ptérosaures qui sont pas de taille moyenne, hein, c'est pas des très très grands ptérosaures comme par exemple le Quetzalcoatlus. Non, c'est des beaucoup plus petits ptérosaures. Alors ils avaient quand même une bonne taille hein, pour certains, mais ils sont plutôt de taille moyenne voire petits. Mais là, on en a trouvé un avec, alors je vous mettrai la photo et le nom du genre et de l'espèce. On en a trouvé un avec véritablement la crête, donc la partie des tissus mous encore conservée, avec la partie osseuse de la crête. Et ça, je trouvais ça très intéressant puisque ça nous montre la forme et la configuration de cette crête et surtout de cette partie molle, alors qu'on la connaissait très mal jusqu'à maintenant, même que certains illustrateurs, ils ne représentaient même pas de partie molle, par exemple comme une sorte de crête ou de voile. Non, ils ne mettaient juste que les baguettes, et là on sait que, voilà, apparemment déjà pour celui-ci, c'était vraiment une crête, et elle est très très bien conservée. Ouais, cette découverte pour moi m'a véritablement très impressionné. Alors après, Julien, quel est ton paléoartiste préféré? Moi, je dirais quels sont mes paléoartistes préférés. J'ai fait un petit classement des trois, tiens. En troisième, je mettrais Burian, ce paléoartiste tchèque du début du siècle dernier, qui a véritablement bercé mon enfance. Ouais, j'ai eu énormément de bouquins avec les illustrations de Burian, moi je vous en mettrai là. Et franchement, c'est de magnifiques peintures. Ça a été vraiment mes première vision des dinosaures quand j'étais enfant. Ça m'est resté, et même si elles sont has-been à l'heure actuelle, il y a un côté nostalgique et elles sont franchement très belles, même si de nombreuses reconstitutions sont has-been et on sait maintenant elles sont erronées. Vu les connaissances qu'on avait à l'époque et la qualité de graphiste qu'il avait déjà à l'époque, non, c'est un plaisir de retrouver les illustrations de Burian dans des livres. Sur les dinosaures, c'est toujours un grand plaisir. Après, je mettrais James Gurney. Alors James Gurney, c'est un paléoartiste new-yorkais, donc états-unien. C'est entre autres le créateur de Dinotopia. C'est lui qui a écrit les livres Dinotopia et qui les a surtout illustrés. Il peint à l'huile généralement et franchement, ces peintures à l'huile, elles sont fabuleuses. Pour certaines, on dirait véritablement des photos. Alors, il a travaillé énormément pour National Geographic, mais pas seulement sur dinosaures, même sur des reconstitutions de temples, par exemple Maya. Il fait aussi des reconstitutions archéologiques, mais il est fan de dinos aussi. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il a écrit Dinotopia. Et d'ailleurs, il y a un paléontologue contemporain qui est passionné par ce paléoartiste. C'est mon cher ami Christophe Hendricks. Et d'ailleurs, il a nommé un dinosaure en l'honneur de James Gurney. C'est le fameux Torvosaurus gurnei qui a été décrit par Christophe Hendricks. En hommage à James Gurney, il l'a appelé Gurnei. Voilà. Donc ça, vous savez pourquoi le Torvosaurus gurnei s'appelle Gurnei. C'est tout simplement hommage à ce paléoartiste new-yorkais James Gurney. Et en premier... en premier, alors là c'est assez rigolo parce que j'ai un ami, vous le découvrirez peut-être dans les commentaires, qui me dira, qui va se reconnaître. Quand je vais dire le nom, il va me dire ça c'est le biais des copains. Je pense que c'est le biais des copains, mais je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est le meilleur paléoartiste. Pour moi c'est Alain Beneteau. Pour moi. Pourquoi? C'est un ami. Alors vous allez dire attends, c'est son meilleur parce que c'est un ami. Ouais, mais alors c'est un ami, mais j'ai eu la chance de le connaître déjà depuis plus de 10 ans et j'ai vu l'évolution de son travail et en plus je connais ses œuvres, on va dire dans sa globalité, parce que alors Alain Beneteau, on va pas se cacher, il est passionné par les dinosaures, mais pas que, par la paléontologie, par les animaux disparus en règle générale, et ça lui a pris comme moi tout gamin. Il a fait même ses premiers livres sur les dinosaures, ses premiers croquis
Et franchement, je sais même pas si à l'époque il savait déjà écrire. Très rapidement, il a commencé à dessiner des dinosaures. Et j'ai véritablement vu l'évolution en 10-15 ans de ses progrès et de son style. Il a vraiment eu un style qui a évolué. Et c'est pour ça que j'adore ce paléo-artiste, parce que je peux le suivre de près. On discute assez régulièrement ensemble. On a même travaillé ensemble et on espère bientôt travailler ensemble. Peut-être dans quelques mois, quelques petits mois, mon cher Alain. Et c'est pour ça que j'aime bien ce travail. Et puis il a une qualité graphique. Puis quand il va savoir que je le mets au-dessus de James Gurney, parce que lui aussi, il aime beaucoup James Gurney. Donc voilà, c'est peut-être de biais copain, mais pour moi c'est véritablement un Benedetto, pour moi le meilleur paléo-artiste. En plus il fait énormément d'illustrations, il fait même de l'animal contemporain, il fait des félins, il fait même des comment dire, peintures à l'huile, comme les impressionnistes. Il se met dans un endroit ensoleillé ou avec des nuages, près de la plage ou en montagne et tout ça, et il te fait un croquis, il te fait une peinture en 1 heure ou 2, et c'est magnifique. Donc il fait vraiment de véritables belles œuvres, impressionnistes. Moi, ce que j'appelle impressionniste, vraiment ce courant artistique où justement on avait inventé le pot en tube, et genre les peintres ont commencé à prendre leur trépied, à partir avec leur matériel, leur pinceau, leur peinture, leur tube et tout ça, et pouvaient peindre en extérieur et prendre le train. C'était même époque, développement du réseau ferroviaire et tout ça. Et en plus se déplacer comme ça dans les campagnes, donc voilà, c'est Alain refait la même chose aujourd'hui, et je trouve ça vraiment formidable. Et ses œuvres sont vraiment formidables. Donc voilà. Donc merci à toi Alain, et merci encore Julien pour cette question, mais je crois que tu en as encore 2 dernières. Ton fossile préféré hors dinosaure? Alors moi, pareil, vous allez vous dire que c'est bizarre, parce que moi qui suis fan de dinosaures, tyrannosaures, oui, je sais, je suis pas très original, mais bon, ça a toujours été ça, et ça restera jusqu'au bout. Mais bizarrement, le fossile qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, alors j'ai oublié l'espèce, mais c'était un Trinaxodon. Alors le Trinaxodon, c'est un synapside et un thérapside. Donc proche des, beaucoup plus proche des mammifères actuels que des reptiles. Ce qu'on peut appeler des pélicosauriens, ce qu'on peut appeler des reptiles mammaliens, on va dire plus simple, proche de Signatus par exemple. Et je me rappellerai toujours de ce fossile de Trinaxodon que je voyais dans un livre. Quand je voyais la datation que cet animal-là vivait, que ces animaux-là, les Trinaxodons, vivaient à la fin du Permien et au début du Trias, et quand je voyais la qualité de ce fossile que j'avais en photo dans ce livre, mais moi il m'avait marqué, quoi. Je me dis, attends, cet animal-là est beaucoup plus vieux que les dinosaures, et on dirait que l'animal est mort hier. Et moi, ce fossile m'a beaucoup impressionné, et je rêve un jour de le voir en vrai. Alors, il est très partiel, on n'a que le crâne et une partie seulement une petite partie post-crânienne, mais le peu qu'on a est véritablement très bien conservé. On a l'impression, limite, que ça a été un crâne, parce qu'on voit, on distingue déjà les traits des futurs mammifères dans la forme du crâne. Et on dirait un petit peu le crâne d'un renard qu'on a peint en noir. Et tellement il est bien conservé. Ça a l'air bizarre, un simple fossile de Trinaxodon, pour moi, c'est le meilleur en dehors des dinosaures. Mais moi, je vous ai dit, ça vient de l'enfance, c'est du nostalgique. C'est ce fossile, quand je le voyais dans les livres, c'était un livre qui s'appelait L'histoire de notre vie, je crois. Faudra que je retrouve le titre. Il m'a toujours impressionné, ce fossile. Il me paraissait très récent alors qu'il était extrêmement vieux. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique à mes élèves bien souvent. Je leur dis, c'est pas parce qu'un fossile vous paraît en parfait état de conservation qu'il est forcément récent. Vous avez des fossiles très récents qui sont dans un état déplorable, et vous avez des fossiles très très vieux, vraiment qui datent même du Cambrien, qui peuvent être extrêmement bien conservés avec des parties molles et tout. Donc vous voyez, c'est le paradoxe. C'est pas parce que vous avez un fossile qui est très vieux qu'il va forcément être en très mauvais état. Ça dépend du gisement, du sédiment, ça dépend énormément de choses. Et ça, cette science, ça s'appelle la taphonomie, et non pas la taxonomie. Alors, dernière question de Julien. Quelle est ta meilleure découverte durant ces dernières décennies? Franchement, ça n'a pas été très dur à trouver. Donc ça va peut-être vous étonner. Ou pas.
c'est du dino. Mais que c'est bizarre que c'est du dino. Alors c'est pas une découverte du nouveau Spino d'Ibrahim Nizar, c'est pas non plus la découverte du fameux Carcharodon beaucoup plus gros que le tyrannosaure. Non, non, non. Hein, et d'ailleurs il est pas beaucoup plus gros que le Tyrannosaurus Rex, hein, mais ça, bon. Hein, ça fait toujours du titre putaclic. Hein. Il y a plein de publics qu'on a pu voir. Ou alors, ils ont enfin découvert à quoi ressemblait le mégalodon. Non, c'est pas ce genre de découverte. Pour moi, véritablement, la découverte qui m'a vraiment, je dis, si surpris et franchement que j'ai préféré lors de cette dernière décennie, c'est une très récente, hein, c'est surtout une publication qui date de 2019, mais surtout une découverte, je crois, qui a été faite en 2017 et une qui a été faite en 2015. Donc ça date quand même un petit peu déjà, hein, mais ça n'a pas 10 ans. C'est les fameux dinos chauves-souris. Oui, Emboptérix et Yiki. Oui, Yiki, je sais, c'est bizarre, Yiki. Alors ces dinosaures, pourquoi j'appelle ça des dinosaures chauves-souris? C'est véritablement des dinosaures avec de très longs doigts. Surtout deux extrêmement longs, et avec une membrane de peau entre ses doigts, donc un patagium, comme les chauves-souris actuelles. Alors on pense pas qu'ils volaient aussi bien qu'une chauve-souris actuelle. Par contre, s'ils avaient continué à radier plus tard, ils auraient pu donner des formes, susceptibles de ressembler aux chauves-souris actuelles. Alors ce sont pas des chauves-souris, c'est pas les ancêtres des chauves-souris, mais on va dire que c'était des animaux qui prenaient le chemin des chauves-souris. Une convergence évolutive, tout simplement. C'était un paravès. Donc il fait partie de cette grande famille de dinosaures, alors qu'ils sont pas encore des oiseaux véritables, mais qui sont véritablement entre les dinosaures non aviens et les dinosaures aviens. C'est vraiment cette branche qui est entre les deux et qui va disparaître aussi. C'est des non-aviens, mais ce que je veux dire, c'est véritablement cette branche de dinosaures, on va dire, non aviens, qui va donner les dinosaures aviens. Eh ben, on a des Emboptérix et Yiki qui sont deux dinosaures avec des membranes de peau similaires aux chauves-souris, donc une convergence. Et pour moi, c'est très étonnant, c'est une sacrée découverte, puisque là, chez les dinosaures, nous avons eu deux techniques pour apprivoiser le milieu aérien. C'est qu'on a les ailes avec les plumes et on a des pseudo-ailes, hein, parce que vraiment ces formes Emboptérix et Yiki, c'est vraiment des bribes d'ailes avec patagium. On va dire que leur vol devait s'apparenter plus à des vols d'écureuils volants, quoi, par exemple, qu'on voit encore aujourd'hui. On pense que eux, ils ont disparu à cause de la concurrence avec les autres paravès qui avaient plutôt des ailes faites de plumes. Alors je dis, on est très loin de pouvoir statuer là-dessus et qu'il y ait un consensus en disant qu'ils avaient totalement disparu, parce que là on est sur je crois qu'on est sur de l'Oxfordien, à peu près 160 millions d'années. Ça a été découvert dans le fameux gisement de Liaoning, donc en Chine, où on a trouvé également des dinosaures à plumes, qui ne sont pas encore des oiseaux, hein. Mais on a trouvé aussi des oiseaux également, donc des dinosaures aviens. Mais on a découvert des dinosaures non aviens avec des plumes, et on trouve aussi dans Liaoning ces animaux qui sont aussi des paravès, et donc qui datent du Jurassique supérieur, et qui avaient des sortes d'ailes de chauve-souris. Mais bon, si ces animaux vivaient dans des milieux forestiers, qu'ils étaient de petite taille, il est fort probable que grâce au gisement de Liaoning, qui est un gisement exceptionnel, ça s'est bien conservé, mais que peut-être même au Crétacé, on a eu la présence dans d'autres endroits du monde, déjà en Asie, peut-être même ailleurs, peut-être en Amérique du Nord, parce qu'on sait qu'il y a eu énormément d'échanges phoniques entre l'Asie et l'Amérique du Nord pendant le Crétacé, hein, donc juste après le Jurassique. Donc pourquoi pas, ces animaux ont pu se développer en Asie, mais également en Amérique du Nord. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Mais bon, peut-être que l'avenir nous le dira, ou nous le dira pas si on trouve jamais de fossiles de cette famille de dinosaures chauves-souris. Mais oui, je trouvais ça surprenant. Ces dinosaures avec des ailes à patagium et ces dinosaures avec des ailes à plumes. Donc vraiment, les dinosaures, ils avaient envie de voler. Hein. Ils avaient envie de voler. Non mais je trouve ça surprenant dans un grand groupe d'animaux comme ça. On a deux variantes pour aller vers le vol. Et en plus, si on prend les ornithodias,
Ça veut dire le groupe qui prend les ptérosaures, les dinosaures non aviens et aviens. Bah alors là, ça nous fait 3 techniques. Hein. L'Helpatagium et du ptérosaure, l'Helpatagium de Cerboptyrix et Xiki, et tous les dinosaures aviens qu'on a actuellement, les oiseaux. Ça fait quand même les ornithodiras, bah voilà, hein, 3 grandes familles qui se mettent à voler, hein, et de façon différente. Donc je trouvais ça quand même surprenant, et je trouve que c'est l'une des plus belles découvertes, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on a beaucoup plus parlé des dinosaures à plumes, ça fait couler beaucoup plus d'encre que ces fameux... alors on en a parlé, hein, mais je trouve pas tant que ça. On parle beaucoup de découvertes sur le T-Rex, mais alors des découvertes sur ce fameux Emboptyrix, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, on en a parlé un petit peu, mais pas assez. Donc voilà, j'espère que cette FAQ vous a plu. Hein. Je vous fais encore un grand merci pour vos questions. Donc merci Julien pour cette série de questions. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous découvrez la chaîne et que vous appréciez la chaîne, hein, si vous voulez découvrir plein de choses sur les dinosaures et sur l'astronomie. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo que j'ai fait avec Bugs and Pixels sur le film et surtout le personnage de King Kong. Mais moi je parle surtout d'animaux, on va dire... très vieux, qui date de l'ère primaire, donc là on est très vieux, hein, sur un verre avec une forme un petit peu phallique. Voilà. Donc, si ça peut vous intéresser, vous allez sur la chaîne de Bugs and Pixels. Il le mérite lui aussi d'avoir énormément d'abonnés, d'être suivi, parce qu'il fait vraiment un travail de qualité. En petit cadeau, hein, parce que là bientôt il va avoir des vidéos avec Jurassic World Evolution 2. Donc j'ai fait mes premières captures sur ce jeu, et je me suis dit en petit cadeau de cette FAQ, j'ai fait sans prétention, un petit, on va dire, trailer ou petite vidéo avec mes premières captures de Jurassic World Evolution. Je vous laisse donc avec ces petites vidéos, mais surtout, que la curiosité soit avec vous à tout jamais.